Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Robert Glover est un écrivain américain et un docteur en psychothérapie, désormais reconnu depuis une quinzaine d'années grâce à son livre No More Mr. Nice Guy, ou en version française Trop gentil pour être heureux, livre qui fait l'objet de ce podcast. Alors, par son activité professionnelle et le biais de ses séances en psychothérapie, Robert Glover s'est entretenu avec de nombreux individus et notamment de nombreux hommes. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu compte que les rapports sociaux entre hommes et femmes se détérioraient, des rapports qui d'ailleurs continuent de se détériorer. Il s'est également rendu compte que les hommes peinaient à comprendre les nouvelles dynamiques sociales entre hommes et femmes, dynamiques transformées tout au long du XXe siècle. Il a également compris que les hommes peinaient à aiguiser leur intelligence sociale, leur pouvoir d'attraction et de séduction, dans un monde où les rapports de force ont été totalement bouleversés. Robert Glover, en plus de tout cela, s'est également rendu compte que les hommes peinaient à entretenir une vie amoureuse, une vie de couple, voire une vie de famille. Cette détérioration des rapports sociaux, cette perte de la qualité et de l'authenticité des relations au profit de la quantité et de la superficialité, ce bouleversement des dynamiques sociales, ce dérèglement sociétal furent causés par tout un ensemble d'événements que Robert Glover dévoile dans son livre. En effet, c'est l'objet de la première partie de l'ouvrage de Robert Glover, donc No More Mr. Nice Guy, ou Trop gentil pour être heureux en français, qui nous explique que les rapports sociaux furent bouleversés du fait de l'affaiblissement considérable de la position de l'homme dans la société, une succession de bouleversements qui transformèrent l'homme d'autrefois, fort, impliqué et responsable, en un gentil garçon, un nice guy. Alors voici la liste non exhaustive des bouleversements en question. Tout d'abord, la mutation des secteurs d'activité, une transformation qui va de l'agriculture vers l'industrie. Les hommes quittent les foyers pour les usines où ils travaillent énormément. Ils sont loin de leur maison et souffrent de l'aliénation de la productivité. De plus, la migration des familles issues des campagnes vers les villes. Ainsi, l'augmentation de la densité de population dans une même zone, dans une ville en l'occurrence, favorise la compétition entre les hommes et la tentation d'un meilleur parti, en ce qui concerne plutôt les femmes, avec un statut plus intéressant, avec plus de ressources financières et matérielles. Les tragédies de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, véhiculant un certain manichéisme entre bien et mal, entre horreur et bonheur, et affirmant que la guerre n'est que le mal, et que les combattants ne sont plus que des victimes et non des guerriers et des héros. En plus de tout cela, l'explosion du taux de divorce et donc du nombre de familles monoparentales, les mamans élèvent seules leurs enfants garçons, le modèle masculin est absent de la famille. De plus, il faut savoir que 70% des divorces sont initiés par les femmes. Et d'ailleurs, n'allez pas me dire que c'est en raison des violences conjugales, sachant que dans 1 cas sur 3 de violences, c'est l'homme qui est battu par sa femme. Ainsi, l'homme n'est ni l'agriculteur travailleur proche de sa terre, ni le guerrier combattant valeureux, ni encore le père de famille proche de son toit et de son foyer. Je vous invite à écouter mon podcast qui s'intitule L'assassinat du père, dans lequel je traite ce sujet, un podcast qui est tout à fait d'actualité et qui, selon moi, porte très bien son nom. Robert Glover nous explique également que les éducateurs hommes sont de moins en moins présents dans les écoles au fil des décennies et qu'ils sont peu à peu remplacés par les institutrices. Les enfants et donc les garçons sont élevés par des femmes et sont en demande non plus de la validation d'une autorité masculine, mais d'une validation des femmes qui a une toute autre nature. L'éducation prendra le chemin de l'amour inconditionnel, maternel et ultra-empathique, et non celui de la discipline et du mérite. On peut ajouter également la libération de la femme avec l'accès au travail et donc à la vie économique, l'accès au vote et donc à la vie publique et politique, et l'accès à une sexualité libérée et donc à une sorte de polygamie assumée et de fierté lors de la révolution sexuelle des années 60-70 et même jusqu'à aujourd'hui avec cette banalisation du sexe.
Cette escalade de l'émancipation des femmes tout au long du XXe siècle est à mon sens légitime sur certains aspects. Toutefois, il faut noter qu'elle a tout de même déstabilisé la société traditionnelle à un niveau considérable, qu'elle l'a détruite en partie, et avec la société, la place et le rôle traditionnel des hommes. Certains s'en réjouissent et d'autres le regrettent. Plus récemment, les mouvements ultra-féministes radicaux, extrêmement médiatisés et en plus financés par l'État, pour une partie du moins, s'attaque encore plus violemment à l'idéal et au symbole du masculin. Il n'est plus à prouver qu'il existe une volonté perverse de culpabiliser les hommes pour ce qu'ils sont et ce qu'ils incarnent par le biais des médias mainstream. On appelle ce nouveau phénomène la masculinité toxique, qui affirme qu'il faut éduquer l'homme, que l'homme est violent et que c'est mal, que l'homme est un oppresseur. Nous sommes bien ici dans une vision purement manichéiste où la propagande hystérique a complètement balayé les faits, les statistiques et l'histoire. Et d'ailleurs dire que la société repose sur un système patriarcal de dominant-dominé, où les hommes s'organisent pour dominer les femmes et les empêcher de s'accomplir, se rapproche davantage d'un discours fou et complotiste que d'une analyse froide et rationnelle. Je pense que ces nouvelles milices de la pensée souhaitent simplement diviser pour mieux régner, diviser les hommes et les femmes, les empêcher de se retrouver afin de prendre le pouvoir, brandissant le féminisme comme un étendard légitime, sauf qu'il s'agit d'une réelle supercherie. Heureusement, les féministes radicales ne sont qu'une minorité dans la population, toutefois elles deviennent tellement médiatisées qu'elles occupent l'espace public, et donc les pensées des individus. Et il ne faut pas oublier que c'est de cette façon que naît le conditionnement des masses. Enfin, à tous ces bouleversements sociétaux peut s'ajouter la virtualisation des rapports hommes-femmes, avec l'essor des réseaux sociaux et des applications de rencontres en tout genre, et avec cet essor, toutes les dérives de névrose, d'insultes, de condamnations publiques et de fausses accusations, par exemple avec le phénomène MeToo et Twitter. Alors petite parenthèse, je vous invite à écouter un autre de mes podcasts. Bien sûr, je vous invite à écouter tous mes podcasts, mais en particulier celui qui couvre ce sujet qui s'intitule « Le piège mortel des réseaux sociaux ». Et en effet, nous verrons que tout s'entrecoupe. Alors récapitulons un petit peu les bouleversements du dernier siècle en France et plus largement en Occident, parce que ça touche également les États-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Nous avons l'exode rural massif des populations avec les révolutions industrielles et la transformation de la nature du travail, les défaites politiques et militaires et la diabolisation de la guerre qui est le terrain de l'homme, la féminisation de la société depuis la période d'après-guerre, qui a reçu un énorme coup de fouet dans les années 60-70, mais qui perdure aujourd'hui car elle se couple à la révolution digitale, surtout depuis une décennie. D'ailleurs, puisqu'il est déclaré haut et fort que nous vivons en république et en démocratie, puisqu'il faut plus d'égalité entre hommes et femmes, nous dit-on, alors l'homme devrait avoir le droit, lui aussi, voire le besoin naturel d'être masculiniste, de la même façon que la femme peut, si elle le souhaite, défendre ses intérêts de genre par l'activisme féministe. Soyons un peu cohérents là-dessus. Et donc voilà où nous en sommes, nous dit Robert Glover, entouré d'hommes perdus, sans repères, sans idéal masculin, sans figure paternelle, qui font tout pour s'intégrer dans cette nouvelle société, qui tentent d'être gentils et qui développent le syndrome destructeur du nice guy. Alors dans la deuxième partie de l'ouvrage, Robert Glover nous dissuade d'être un gentil garçon. Il nous explique les désavantages à essayer d'être un homme simplement gentil. Évidemment, par homme gentil, on ne parle pas de la gentillesse qui est une qualité, mais d'un état d'esprit, d'une façon de vivre, celle de l'attitude plutôt effacée, du refus ou de la peur de s'affirmer, de la fuite devant le conflit, devant la confrontation, devant l'adversité, le refus et la peur d'assumer les traits de sa masculinité. Pour aller un peu plus loin, Robert Glover nous explique que le gentil garçon, le nice guy, adopte toute une série de mauvaises habitudes néfastes dans sa vie de tous les jours. Alors voici quelques exemples. Le gentil garçon se trouve dans un état perpétuel de peur. Le gentil garçon n'est pas ambitieux. Il procrastine. Il est en attente de la validation des autres, et particulièrement des femmes, qui doivent lui dire quoi faire. Les nice guys ont une image fausse et dévalorisante d'eux-mêmes, alors que leur entourage voit une toute autre image, beaucoup plus positive en général. Ils ne cherchent pas à sortir d'un mode de vie s'il est défectueux, ils ne sont pas dans l'action et dans le courage. Et s'ils se séparent de leur partenaire, ils auront tendance à retrouver quelqu'un qui est sujet au même problème. Et ce sont rarement eux qui prennent l'initiative de rompre, mais c'est la femme qui la prend, car elle est lassée par une situation de couple qui se détériore au fil des mois.
S'ils se décident enfin de rompre, en ce qui concerne les nice guys, ils mettent souvent du temps, ils s'y prennent à plusieurs reprises, de façon indirecte, avec frustration, sans sérénité ni fermeté. Les gentils garçons se raccrochent à des relations toxiques, ils s'acharnent sur ce qui ne fonctionne pas et n'entreprennent rien pour créer de nouvelles rencontres, pour quitter leur partenaire, pour faire leur deuil. Les gens sains, au contraire, quittent très vite les gens toxiques. Les nice guys essaient de résoudre à la place de leur copine un problème qu'elle est en train d'affronter et d'endurer, ce qui en réalité ne résout rien, ne rend pas service et aggrave la situation. Enfin, dans la troisième partie du livre, Robert Glover donne un grand nombre de conseils aux hommes, aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs, à ceux désireux de construire un couple et une famille, à ceux ayant perdu le leur, des conseils pour reprendre en main leur vie, pour retrouver des repères, pour retrouver du courage, de la fermeté et des traits masculins. Certains conseils viennent quand même du bon sens, d'autres sont plus spécifiques, certains conseils s'adressent aux hommes en particulier, mais un certain nombre également aux femmes et aux individus en général. Donc ce livre se destine vraiment à tout le monde. À présent, voici 14 conseils de Robert Glover adressés aux nice guys, aux gentils garçons. Alors si vous êtes un gentil garçon, écoutez bien. Et si vous souhaitez connaître la suite de ces conseils, rendez-vous directement dans les pages de son livre, car il regorge d'informations extrêmement importantes et utiles au sujet de nos comportements humains et au sujet de notre société actuelle. Vous trouverez le lien de l'ouvrage dans la description de cette émission. Alors c'est parti. Le premier, aider et donner seulement si c'est honnête. Il y a deux façons de prendre soin de quelqu'un, nous dit Glover, la bonne et la mauvaise. Vous pouvez être bienveillant, généreux et prendre soin de l'autre seulement si vous vous trouvez dans une situation d'abondance en termes de ressources et non dans une demande de retour. C'est une démarche honnête dans ce cas. Le pire est de donner dans le but de recevoir en retour. Un geste, une attention, comme dire je t'aime et attendre en retour un je t'aime aussi. C'est se placer dans une situation de demande, de manque sans ressources. Et c'est aussi être sournois et être lâche. De plus, en l'absence d'un retour attendu, vient la frustration, la colère et la tristesse, et encore plus de dépendance. C'est un cercle vicieux. Ignorez votre femme si elle se plaint constamment du même problème, au lieu de lui donner des conseils, car si vous répondez à ses frustrations, elle n'aura pas envie de les arrêter et celles-ci ne seront jamais résolues. La femme appréciera que l'homme n'essaie pas de résoudre les problèmes à sa place et qu'il lui donne de l'espace. Restez silencieux face à ses plaintes et laissez-la résoudre ses problèmes comme une adulte. S'efforcer d'être constamment gentil, de faire plaisir aux autres, de tout vouloir faire parfaitement détruit et diminue notre énergie, ainsi que notre attraction. 2. Assumez vos besoins. Être adulte, c'est assumer ses besoins. Cela ne vous rendra pas needy ou dépendant, au contraire, cela attirera les autres, car en affichant ses besoins, on met en avant son soi, sa personnalité, sa confiance et son estime de soi. On se valorise. Vivre pleinement votre vie, c'est estimer que vos besoins passent avant ceux des autres. C'est prendre la responsabilité de ses besoins. Vos besoins sont votre priorité. Être needy vient de la peur de l'abandon et engendre un comportement de recherche continuelle d'affection, d'attachement et de dépendance. Quelqu'un d'immature va laisser passer tous les besoins des autres avant ses propres besoins. Il va vivre selon leurs besoins et non les siens. Il ne faut pas mettre sa femme au centre de son attention non plus, au centre de sa vie. Il ne faut pas tout sacrifier pour elle, ne pas vivre en fonction de ses plaisirs, ne pas adapter son propre style de vie au sien, sinon on est destiné à récupérer simplement les restes. Le nice guy a tendance à sacrifier tous ses besoins pour privilégier ceux des personnes qu'il juge supérieures, comme sa femme par exemple. 3. Lâcher prise. La vie est chaotique. Ne cherchez pas à vivre dans la sécurité. Le contrôle est une illusion, lâchez prise. Il faut voir la vie comme un laboratoire d'expérience, de développement et de créativité. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Alors amusez-vous. 4. Exprimez vos émotions. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses émotions. Une fois que le gentil garçon a rompu avec sa partenaire, il est en recherche d'une nouvelle partenaire qui a les mêmes blessures que lui, et donc les mêmes comportements. Ils évitent alors les situations de confrontation, dissimulent leur intimité et refusent de montrer leur vulnérabilité. 5. Affrontez vos peurs. Les peurs sont saines et tout à fait naturelles. Tout le monde a peur de quelque chose. Les gentils garçons ne sont pas les victimes des autres, ils se victimisent eux-mêmes.
6. Imposer des limites aux autres. Pour se faire respecter, il faut imposer aux gens des limites. Pour ce faire, il faut prendre conscience des situations où l'on se trouve victime d'une confrontation ou d'un conflit. Ne laissez personne vous maltraiter, ne tolérez pas l'intolérable. 7. Réappropriez-vous votre masculinité. La masculinité s'efface au fil des décennies. Les gentils garçons répriment le côté sombre de leur masculinité car ils pensent que les femmes en ont peur, et eux-mêmes aussi. C'est un cercle vicieux. Pourtant, cette masculinité est nécessaire car elle est responsable de l'agressivité utile, de la créativité, de l'ego, du désir de compétitivité, du niveau de sexualité, de la confiance virile et de la soif de l'expérience, du challenge, des défis et du pouvoir. En conséquence, les nice guys perdent tout esprit de leadership, notamment au sein de leur famille, ce qui est tragique. Les hommes doivent se recentrer sur leurs forces et leur pouvoir de masculinité à travers l'aspect physique. Faire du sport, manger et boire sainement, dormir suffisamment, ne pas se droguer par exemple. Les hommes doivent prendre conscience des actions qui malmènent leur corps. Ils doivent arrêter de le négliger. 8. Comprenez le triangle relationnel enfant, mère, père. La mère doit répondre aux besoins de l'enfant sans pour autant le rendre dépendant. La mère, en tant que femme, doit aussi répondre à ses propres besoins. Le père doit être présent au sein du foyer et avoir une relation saine avec son enfant. Petit à petit, le père doit entraîner l'enfant hors du cocon maternel et l'accompagner dans le monde de l'extérieur, celui des challenges et celui des adultes. 9. Un de mes conseils préférés du livre d'ailleurs, entourez-vous d'hommes de qualité. À cause des sociétés productivistes et consuméristes occidentales, les hommes ne se consacrent plus qu'à leur famille, leurs femmes et leur travail, uniquement. Les hommes d'aujourd'hui ne prennent plus le temps de s'occuper, de discuter et de faire du sport avec d'autres hommes. De cette façon, ils renoncent à leur masculinité. Une masculinité demande du temps pour se construire. Pour cultiver sa masculinité, l'homme doit rencontrer d'autres hommes sains, vertueux et forts. Les relations d'amitié entre hommes sont d'autant plus bénéfiques car il n'y a pas les mêmes enjeux qu'avec une femme, beaucoup moins d'ailleurs, et notamment l'enjeu du sexe. Les hommes doivent s'entourer de modèles masculins, c'est primordial. Il n'y a malheureusement plus de rituel pour les jeunes hommes en devenir, étape naturelle et vitale pour passer de l'âge d'enfant-garçon à celui d'adulte. S'entourer d'amis hommes permet de sortir de cette sphère, de constamment faire plaisir aux autres, être dans le soin et l'attention, attitude que l'on a principalement en compagnie des femmes. Tous les comportements féminins qui tendent à être négatifs pour l'homme, si c'est à forte dose, ne se reproduisent pas au sein d'un groupe d'amis hommes. Le groupe nous sort de cette dynamique, il nous rend masculins et attirants auprès des femmes, même si elles le nieront au début, râleront pour ensuite apprécier. Si vous êtes perdu par rapport à un aspect de votre vie, si vous ne savez pas comment vous comporter, demandez-vous et imaginez comment un homme sain ou une de vos idoles se comporterait à votre place. Ce simple questionnement vous recentre sur votre nature et votre authenticité, faisant abstraction de ce qui vous entoure. C'est une Healthy Male Rule, une règle de l'homme sain. Et en lien avec ce conseil, qui est le fait de s'entourer d'hommes de qualité, de créer une communauté d'hommes autour de soi, autour d'intérêts, je vous invite à écouter un autre de mes podcasts qui s'intitule La fraternité face au tragique et qui parle notamment du film de Tolkien et donc de la fraternité. Conseil numéro 10, aimez le bon sexe. Si vous avez des relations sexuelles, faites en sorte qu'elles soient de qualité. Si ce n'est pas le cas, il est préférable de ne pas en avoir du tout. Avoir de mauvais rapports sexuels est souvent néfaste car ils engendrent de la frustration. Le plus grand aphrodisiaque est la confiance en soi, nous dit Glover. Le sexe est puissant, chaotique et sauvage. Ne cherchez pas à tout prix à satisfaire sexuellement votre partenaire, à faire le lover comme on dit. En premier lieu, pensez à vos besoins et plaisirs. Le sexe, c'est le changement, l'originalité, la spontanéité des expériences, c'est se faire plaisir. Il faut faire attention au pouvoir du sexe au sein du couple car il a tendance à brouiller la raison qui est utile et nécessaire pour analyser avec clarté et objectivité la situation d'un couple. La vagiphobie, comme on l'appelle, correspond à la peur pour les hommes gentils d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. 11. Demandez de l'aide. Osez demander de l'aide autour de soi. Faites en sorte que les gens soient là pour vous. Posez-vous ces questions. Combien de personnes vous aident dans vos projets actuels? De quelle aide supplémentaire auriez-vous besoin? 12. Avancez dans vos projets.
Acceptez le good enough plutôt que le perfect. Voilà, évitez d'être perfectionniste, essayez, lancez-vous et laissez-vous aller aux critiques. Et vous verrez, vous pourrez vous améliorer par la suite. Mais ne restez pas dans cette immobilité de la perfection. Terminez ce que vous avez commencé, ne commencez un nouveau projet que lorsque les anciens sont complètement terminés. Voilà, ça c'est une règle très très compliquée et dure à appliquer. Partagez vos stratégies avec vos relations proches, mais comme dirait Jordan Peterson, faites bien attention à qui vous partagez les bonnes nouvelles et à qui vous partagez les mauvaises nouvelles également. Ne cherchez pas d'excuses et investissez 100% de votre temps et de votre énergie dans vos projets. Soyez à fond. Le conseil numéro 13, et l'avant-dernier conseil, rendez votre perception idéale, réelle. Projetez-vous dans un état d'abondance grâce à la méditation, ou la prière si vous souhaitez. Entraînez-vous à visualiser votre mode de vie idéal, à le ressentir, donc à la fois par la pensée et par l'émotion. Regardez le monde comme un endroit empli d'abondance, où il y en a pour tout le monde, donc pensez absolument abondance. Constituez vos propres règles de vie, vos propres principes. Faites une liste et répétez-les, et ils doivent vraiment faire corps avec vous. Forgez votre propre chemin. Si vous saviez à l'avance d'ailleurs que vous alliez réussir, vous ne perdriez pas une seule minute, et vous commenceriez à agir. Alors agissez. Et enfin, 14, le dernier conseil de cette émission, un conseil qui n'est certainement pas le plus simple, et après celui-là, je vous laisserai à vos occupations. Choisissez une femme exceptionnelle. Si vous voulez vous engager avec une femme, elle doit avoir au moins ces 7 traits de personnalité que je vais vous énoncer. Alors écoutez bien. La passion, l'intégrité, la joie de vivre, l'intelligence, l'assurance sexuelle, la responsabilité financière, très 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 important surtout à l'heure actuelle, et l'engagement vers un développement personnel. Voilà. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.